Chapitre 3. Les juges et l'incarcération. Allongée dans la souricière du tribunal, j'avais finalement réussi à dormir 3 heures. Je me suis réveillée, j'ai regardé l'heure et je suis restée allongée, habitée par des images et des idées contradictoires, tantôt sombres, tantôt confiantes et sereines. J'étais innocent, je le savais. Quelles que fussent les intentions et les partis pris des uns et des autres, on ne pouvait aller contre les faits et leur évidence. J'ai fait mes ablutions, puis la prière du matin. Je suis restée longtemps agenouillée, en prière et en méditation. Je pensais à ces nombreux versets coraniques et à ces traditions prophétiques qui décrivent les êtres humains si prompts à oublier Dieu dans le bien-être et l'aisance, et si rapides à oublier leur oubli et à revenir à lui avec force prière dans l'épreuve ou la douleur, face à la mort. Je me disais que je ne faisais pas exception, que j'avais eu des moments de négligence et d'insouciance. J'étais là désormais, je revenais à lui, et ma prière n'était déjà plus la même. J'avais quitté la terre ferme où je m'étais parfois laissé aller à penser que j'étais maître de mon équilibre et de mon pas. Je me trouvais soudain sur cette barque au milieu des vagues. Je réalisais qu'il était le maître du sens, du destin, des flots et des fins. Dans cette cellule, la barque semblait sans navigateur, tout en suivant pourtant un itinéraire déterminé. J'ai murmuré, mon visage collé aux paumes de mes mains, « Ô Dieu, je crois en toi et je m'en remets à toi. » Cette invocation allait m'accompagner pendant ces longs mois, faisant souvent naître en moi la confiance et la force. Si innocent je devais passer par cette épreuve, c'est que l'enseignement que je devais en tirer était ailleurs, plus profond, plus fondamental. Il n'était pas question de mon physique, de mes actions, mais de mon cœur et de mon état. Ils avaient emprisonné mon corps, je devais libérer mon cœur. En prison, les mois qui suivirent allaient révéler un enseignement plus fondamental encore. C'est justement parce que mon corps était physiquement emprisonné qu'il m'était possible intérieurement, intimement, spirituellement, d'accéder au vrai sens de la liberté. Avec ma garde à vue dans cette cellule, ma vie s'était arrêtée et la chute était terrible. En apparence seulement. Les heures furent longues jusqu'à midi, heure à laquelle mon avocat vint me rendre visite. Il avait eu accès au dossier et m'informa qu'il n'y avait rien de surprenant ou de très nouveau. Tout ou presque avait déjà été rapporté par les médias, à l'exception d'éléments assez secondaires. On y trouvait notamment les dépositions de 2 témoins sous X qui s'étaient présentés à la police accompagnés de maître Éric Morin, l'avocat de Madame Paul Emma Aline. Nous devions attendre ma comparution devant les magistrats instructeurs. Puis il est reparti et j'ai encore attendu jusqu'à environ de 15 heures. Les policiers sont alors venus me chercher, m'ont menotté et m'ont emmené à travers les corridors sombres et humides des sous-sols vers les bureaux des juges. Maître Bouzeroux et sa collaboratrice m'y rejoignirent. En attendant le début de la comparution, mon conseil m'expliqua à nouveau les différents cas de figure. Je pouvais soit être placé sous le statut de témoin assisté et libéré, soit mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, soit
purement et simplement emprisonné. On nous appela enfin. Les menottes me furent enlevées. On m'installa entre mon avocat et sa collaboratrice. Le policier en charge de mon transfert et de ma surveillance s'assit derrière moi. C'était ma première rencontre avec les 3 juges d'instruction. Mes juges, Madame Camille Guillermet, Madame Camille Paluel et Monsieur Cyril Pacaud. Madame Guillermet, prioritairement en charge de mon dossier, nous accueillit et prit la parole afin d'exposer l'état de la situation et le déroulement de la comparution. Son propos était froid, et dès l'entrée en matière, il y eut quelques étincelles verbales entre la présidente, Madame Guillermet, et Maître Bouzerou, qui releva la faiblesse du dossier, les mensonges des plaignantes, la non-transmission et la disparition surprenante d'éléments à décharge dont la police n'avait pas pu disposer pour mener les interrogatoires et faire son rapport. La juge lui coupa plusieurs fois la parole, mais Maître Bouzerou reprenait son argumentation avec une certaine véhémence. Ne connaissant rien aux règles et aux procédures, je me trouvais devant des juges pour la première fois de ma vie. J'observais ce dialogue froid, tendu, crispé, particulièrement déplaisant, plein de non-dits et de contentieux qui s'exprimaient selon les termes d'une partition connue et partagée par les 2 parties. Je devinais les codes de la profession, même si j'étais incapable d'en déchiffrer le sens. Ce que je ressentais bien, et qu'allait me confirmer chacune de mes rencontres avec ces 3 juges, était leur hostilité profonde et affichée à mon égard. Les regards, le ton, les questions et les sous-entendus ne laissaient guère de place au doute. Ils semblaient me considérer comme coupable, et en situation d'incertitude ou face à des éléments à décharge, ils ne se priveraient pas de me traiter comme tel. Nous sortîmes du bureau après l'intervention de Maître Bouzerou, demandant à ce que je sois placé sous le statut de témoin assisté. L'attente dura une 30aine de minutes. Attente crispée, compte tenu de la tension et du ton agressif de cette comparution. De retour devant les juges, presque sans surprise, ceux-ci nous informèrent qu'ils suivaient les réquisitions du parquet. J'étais mis en examen 2 fois et la détention préventive était requise. Hors du bureau, on me menotta de nouveau. Assis dans le couloir, nous devrions maintenant attendre la comparution devant le juge des libertés et de la détention, JLD, qui allait décider de mon sort. L'ultime étape avant la liberté ou la prison. Maître Bouzerou alla s'enquérir du nom du JLD en charge de mon dossier. Il revint en faisant la moue. Les avocats connaissent aussi bien les juges d'instruction que les JLD. Ils savent dans quel sens les choses peuvent aller, selon que tel ou tel magistrat est en charge du dossier. Maître Bouzerou, accompagné de Maître Garnier, sa collaboratrice, m'expliqua la situation. Il connaissait le JLD et avait peu d'espoir qu'elle aille contre la décision des juges d'instruction. De plus, nous étions vendredi en fin d'après-midi et la fatigue de la semaine aidant, il y avait de fortes chances que mon cas soit expédié et que je sois envoyé en prison. J'avais néanmoins le choix de demander un délai de 3 ou 4 jours avant de comparaître devant le JLD, afin de permettre à mon conseil de mieux préparer ma défense et de me présenter à un moment de la semaine plus favorable. J'étais abasourdi. D'abord et surtout parce que l'éventualité de la prison n'était plus une lointaine hypothèse. Ensuite parce que l'on m'informait, sans paraître étonné, du fait que la décision dépendait de l'état de fatigue des juges. Ce fut un choc. Des semaines plus tard, en prison, j'aurai l'occasion de lire un édifiant rapport relevant en effet qu'un plus grand nombre d'inculpés sont jugés coupables ou envoyés en prison lorsque l'audience a lieu en fin de journée, ou encore en fin de semaine.
Le destin de certains hommes dépend parfois du sommeil et de la digestion de leur juge. C'est humain, somme toute, hélas, trop humain. Je devais sur le champ prendre une décision difficile. Soit nous nous présentions immédiatement devant le JLD, avec une chance infime de voir contredite la décision des juges, auquel cas j'allais rester au moins 20 jours en prison jusqu'à l'appel. Soit nous demandions un débat différé, je serais nécessairement incarcéré durant 4 jours, avec une probabilité plus grande de ressortir libre la semaine suivante. 50-50, répétait mon conseil. Dans les 2 cas, c'était la prison. Il est préférable de demander un délai, insista maître Bouzereau. Vous pourrez alors vous reposer, prendre enfin une douche, et j'aurai quant à moi quelques jours pour préparer un document de défense solide en rassemblant tous les éléments à décharge avant votre comparution la semaine prochaine. C'est un choix très difficile, je le sais, mais c'est le plus raisonnable si nous voulons avoir des chances de vous éviter la prison. Je le regardais dans les yeux et lui demandais naïvement : pourrais-je appeler ma femme, ma famille ? Il me regarda, surpris de cette question, comprenant tout à coup que j'ignorais tout de la réalité carcérale. « Ah non, me répondit-il, vous ne pourrez appeler personne. Je contacterai votre épouse. Là-bas, on prendra toutes vos affaires. La prison vous fournira un kit avec des affaires de toilette. » Je l'entendais sans vraiment comprendre. Je pris la décision de différer la comparution. On nous informa qu'elle aura lieu le mardi après-midi, soit 4 jours plus tard. D'ici là, j'allais donc être coupée du monde. On me jetait en prison. Avant de nous quitter, je demandai à maître Bouzereau de ne pas oublier de contacter ma femme et de la rassurer. Je comptais sur lui pour prendre le temps de l'accompagner dans ce choc. 1 mois et demi plus tard, lors de la première visite de ma femme et de ma fille, j'apprendrai, avec surprise et déception, que cela n'avait pas été le cas, et qu'il n'avait pas même transmis les messages personnels destinés à les réconforter. Le policier en charge de mon transfert me reconduisit menotté dans la souricière. Il était particulièrement gentil et me conseilla en murmurant d'être patient et fort, car les choses pourraient s'arranger. Je n'ai jamais oublié ces mots simples et son visage exprimant une très discrète sympathie. Je l'ai revu 2 fois encore lors de mes transferts ultérieurs au tribunal. Avec simplicité, il a toujours respecté son obligation de réserve en tant que surveillant, mais il n'a jamais oublié son devoir d'humanité en tant qu'homme. Dans ma situation, ces petites attentions prenaient une dimension et une valeur particulière. Un regard, un mot, une attitude faisaient du bien et me réchauffaient le cœur. Ils ne furent pas fréquents. Leur valeur n'en fut que plus grande. Ce surveillant était blanc, bien français, de souche comme on dit, et il me connaissait de très loin par ce que disent les médias. Malgré l'apparente insignifiance de notre rencontre sur ce court trajet entre une cellule et un bureau, il m'a émue. Pendant les 9 mois suivants, j'allais avoir affaire à de nombreux surveillants, certains d'origine africaine, antillaise ou autre, arabes, noirs ou métis. Et je dois dire que la plupart n'ont pas exprimé le 10e d'humanité que j'ai trouvé chez ce premier surveillant, courtois et attentionné. L'humanité des hommes n'est pas une question de couleur. La prison nivelle par le bas tous ses occupants de la même façon. Il s'agit d'une énorme machine à déshumaniser les prisonniers, autant que les surveillants et les gradés. Blancs, noirs, arabes, réunionnais ou antillais, il faut beaucoup de force
pour résister au rouleau compresseur du système carcéral. La déshumanisation y est la règle, le racisme, le quotidien, la discrimination, la logique. L'injustice y est une évidence et l'arbitraire, le vêtement du pouvoir. J'ai dû attendre près de 6 heures avant d'être transférée dans la dernière navette à destination de la prison de Fleury-Mérogis, où j'étais assignée. On me fit sortir de ma cellule en dernier, menottée, pour m'installer dans une sorte de fourgon constitué de petits box où l'on avait juste la place de s'asseoir. Il faisait froid, et au cœur de la nuit, l'exiguïté de l'espace était encore plus étouffante. Je fus d'abord accompagnée de 3 surveillants, dont 2 me brusquèrent en répétant qu'il fallait se presser, qu'il était tard, qu'il faisait sommeil. C'est le 3e qui fut chargé de m'installer dans le petit box. Des prisonniers, déjà installés, se parlaient à haute voix et proféraient parfois des insultes, sans trop savoir pourquoi ou contre qui. Le surveillant allait fermer sur moi la porte en fer, percée de trous minuscules, destinés à laisser passer l'air. À ce moment précis, il me regarda et me reconnut. Il se ravisa, jeta un œil à gauche et à droite, ne ferma pas la porte et me demanda en chuchotant si j'avais faim ou soif. Je fus surpris et répondis par l'affirmative. Il sortit de son sac une banane et une petite bouteille d'eau et me les offrit. Manifestement d'origine maghrébine, il hocha de la tête et murmura « Quand on veut se débarrasser de quelqu'un qui gêne, on invente des viols, c'est facile, c'est connu. Soyez forts, lâchez rien. » Surpris par ces mots, je levai la tête. Il détourna les yeux, épia pour s'assurer que personne n'arrivait et ajouta « On en a au moins pour 1h30 avant d'arriver à Fleury. Je vais devoir fermer la porte. Courage. » C'était la 2e expression d'humanité que l'on me témoignait en quelques heures, discrètement, à la hâte. Il verrouilla très vite la porte en fer, et je fus plongée dans une obscurité totale. J'avais froid. Je ne pouvais pas bouger. Et j'entendais les autres prisonniers se parler à voix forte, apparemment habitués à cet univers et à ces transferts en fourgon. D'aucuns mentionnaient leur affaire sans émotion, d'autres insultaient les juges ou la police, d'autres s'en prenaient à la terre entière. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en entendant certains propos. Nous sommes arrivés à la prison de Fleury-Mérogis aux environs de 1h du matin. Je suis descendue du fourgon et 2 surveillants m'ont entouré pour m'emmener au greffe. À l'entrée, au-dessus du secrétariat, une télévision allumée était accrochée au mur. Sur la chaîne BFM TV, d'anciennes images de moi apparaissaient à l'écran et l'on annonçait, au moment exact où je me présentais au greffe, que j'avais été mis en examen et incarcéré. Étrange synchronie. J'esquissais un sourire crispé quand un surveillant m'ordonna de le suivre, de me déshabiller complètement, puis d'écarter les bras et les jambes. Le ton était donné, et la forme. Mon manteau, comme mes vêtements, était bleu, couleur distinctive des surveillants à Fleury. Toutes mes affaires furent donc confisquées, à l'exception de mon pantalon et de mes sous-vêtements. Mes chaussures, dont un élément en métal ferait sonner les bornes de sécurité, furent également confisquées. On me remit le kit de l'arrivant, des affaires de toilette, un pull et des sortes de baskets pour me dépanner. J'avais froid et je frissonnais depuis mes longues heures d'attente dans la souricière. On prit ma photo, mes empreintes digitales, puis un surveillant fit l'inventaire de mes affaires
pour finir par me présenter un document à signer. On m'informa que ma cellule se situait dans le pavillon D au 4e étage, dénommé le quartier spécifique. J'entendais sans écouter ce flot d'informations et de nouvelles dénominations. J'étais emportée par la violence de ce qui m'arrivait. La prison. 3 surveillants m'escortèrent ensuite, menottés, au pavillon D, au 4e étage. On m'informa que j'allais être reçue par la directrice de la prison et le responsable du quartier spécifique, en audience immédiate. J'en fus étonnée. Il était près de 2 heures du matin, j'étais épuisée et je grelottais. On m'introduisit dans un bureau. Une femme en civil et un fonctionnaire gradé en tenue m'y attendaient. Ils me serrèrent la main et se montrèrent courtois et aimables. Ils m'informèrent des particularités du quartier spécifique où l'on enferme les personnalités connues, les médiatiques ou médiatisées, afin de les protéger des autres prisonniers. Je serais donc placée dans une cellule individuelle et pourrais mesurer très vite ma chance d'être éloignée ainsi de certains prisonniers, autant que du bruit permanent. Le fonctionnaire ajouta avec un sourire « On dit du quartier spécifique que c'est le quartier VIP. Vous n'y avez aucun privilège. Les cellules sont les mêmes qu'ailleurs, mais c'est vrai que vous y serez loin des bagarres et du bruit. » La directrice enchaîna. « Monsieur Ramadan, nous avons quelques questions à vous poser. Ce sera très court, mais c'est une discussion que nous avons avec tous les nouveaux arrivants pour sonder leur état. » Puis elle entama l'interrogatoire avec douceur. « Vous attendiez-vous à vous retrouver en prison ? » ?»« Non, pas du tout. » »« Avez-vous déjà fait de la prison ? » ?»« Non, jamais. » »« Comment vous sentez-vous là, maintenant ? » ?»« Je ressens de la colère, madame. Je n'ai rien à faire ici. Je suis innocent et les juges le savent. » Il y eut un instant de silence. Le fonctionnaire m'observait comme s'il tentait de sonder les sentiments qui m'habitaient. La directrice me regardait avec calme, esquissa un sourire et ajouta « Je peux comprendre ce que vous ressentez. Les nouveaux prisonniers expriment souvent ce sentiment. C'est normal. Vous êtes en colère ? » ?»« Oui, une colère profonde face à cette injustice caractérisée. » »« Comment envisagez-vous votre incarcération ? Êtes-vous dépressif ? » ?»« Non. » »« Êtes-vous suicidaire, monsieur Ramadan ? » Je levai la tête et la regardai dans les yeux, puis je fis de même avec le gradé. Ce dernier esquissa un sourire naturel et plutôt avenant. J'étais surpris par cette question, je ne m'y attendais pas et n'avais jamais pensé que l'on pût demander ainsi à un homme de façon aussi abrupte s'il pouvait envisager de mettre un terme à ses jours. C'est que nous étions en prison. J'allais vite comprendre que, dans l'univers carcéral, la notion d'humanité n'a plus tout à fait le même sens et qu'elle y est souvent perdue et bafouée. J'allais comprendre de l'intérieur que certains détenus, privés de liberté et d'humanité, justement, peuvent être tentés de préférer la mort à une vie sans dignité ni honneur. Les jours qui suivirent me permirent d'apprécier le sens raisonnable d'une question qui, au premier chef, m'était apparue comme très violente et tout à fait déplacée. « Non, madame, je ne suis pas suicidaire. Pas à ma connaissance. Je n'ai pas l'intention de cesser de me battre pour mon honneur et pour mes droits. Entendez-le, je suis innocent, madame. » « Nous sommes obligés de vous poser cette question, enchaîna-t-elle, car nous ne savons pas comment vous allez gérer le choc carcéral. Tous les prisonniers doivent y faire face, vous savez. Avez-vous des angoisses ? Êtes-vous migraineux ? » ?»« Non, madame. » « Vous fumez ? Des stupéfiants ? »
Non, rien de tout cela, madame. Bien, monsieur Ramadan, sachez que, durant les premiers jours, vous serez sous une surveillance particulière, en observation. Il s'agit pour nous de savoir comment, psychologiquement, vous réagissez à votre incarcération. Nous savons que ce n'est pas facile au début, mais après les premières semaines, voire un mois, les choses se normalisent. Vous êtes encore prévenu. Nous verrons. Je n'ai pas vraiment écouté la fin de son propos. Mon esprit s'était arrêté au mot semaine et mois. Jamais encore je n'avais considéré lucidement la durée de mon incarcération, et soudain la directrice laissait entrevoir que je pourrais rester en prison pendant des semaines, voire des mois, bien au-delà de ces 4 jours et de ce prochain mardi où je devais comparaître devant le JLD. J'étais troublée. Un frisson me parcourut. Je m'efforçais d'éloigner cette pensée en me concentrant à nouveau sur les propos de mes interlocuteurs. C'est le fonctionnaire qui reprit. Compte tenu de votre statut, vous serez isolé. Il s'agit d'une mesure destinée à vous protéger, car on ne sait jamais comment les autres prisonniers peuvent réagir avec les personnalités médiatiques. Vous ferez vos activités et vos promenades seuls. On vous expliquera tout cela demain, mais surtout lundi, car durant le week-end, les choses s'organisent au ralenti. Pourrais-je appeler ma femme ? Non, pas dans l'immédiat. Vous avez le statut de prévenu. Les magistrats doivent donner leur accord. Ça prend du temps. Je ne comprenais pas encore les liens entre mes droits, les restrictions et mon statut de prévenu. Ces réalités et leurs nuances m'étaient inconnues. Le surveillant en charge de l'étage allait me les expliquer le lundi suivant. Je n'avais droit en l'état à aucun contact et à aucun appel téléphonique. J'étais coupée du monde. « Avez-vous d'autres questions, monsieur Ramadan ?» me demanda la directrice, visiblement fatiguée. « Non, je vous remercie d'être resté si tard pour m'accueillir, » répondis-je en dessinant des guillemets avec les doigts. « C'est normal, c'est notre travail, et nous tenions à ce que tout se passe au mieux pour vous et pour nous, » ajouta la directrice en se levant. Des surveillants attendaient à la porte du bureau, auquel il fut signifié de me conduire dans ma cellule. Devant la porte de celle-ci, j'observais avec attention les gestes du surveillant. Les uniformes, le couloir, le bruit, des clés, de la serrure, la porte de la géole qui s'ouvre. L'espace d'un instant, il me sembla vivre une scène de film. C'était pourtant bien moi dont il était question. Il n'y avait ni film, ni acteur, ni mise en scène. Il s'agissait de moi, de ma réalité, de ma vie en direct, en vrai. Au moment d'entrer dans ma cellule, l'un des surveillants lança un simple « Bonne nuit ». La porte se referma avec un léger claquement, suivi de ce bruit si distinctif du trousseau de clés et de la serrure que l'on ferme. Ce cliquetis allait habiter mes pensées, mes insomnies et certains de mes cauchemars bien après ma libération. Ce bruit de clés, ce claquement de porte parfois violent, volontairement, cette serrure que l'on ferme, tout le pouvoir discrétionnaire de l'État, des juges et des surveillants s'incarnait dans ces résonances sombres et négatives. Elles révélaient mon statut et mon impuissance. Les surveillants ouvraient, fermaient, entraient quand ils le voulaient, et je n'en sortais que quand ils le décidaient. Au quotidien, la cellule d'une prison est moins la chambre d'un homme que la cage d'un animal.
Debout, dos à la porte, je découvris ma geôle. Sur la droite, un petit espace clos où se trouvaient les toilettes et la douche. Plus loin, une petite table fixée au mur, surmontée d'une étagère, et 2 ou 3 casiers. Plus loin encore, une petite armoire longiligne, également chevillée au mur. Sur une chaise était déposée une bassine, des torchons apparemment neufs, une pelle et une balayette. Au fond, la fenêtre avec ses barreaux et une protection supplémentaire dont les motifs en petits losanges serrés empêchaient d'observer l'horizon. Sur la gauche, 2 lits superposés. Un drap et une couverture étaient disposés sur celui du bas. Je suis restée de longues minutes à observer ma cellule. J'avais froid, j'étais épuisée. Mais je suis restée ainsi immobile, longtemps, sans que je puisse me l'expliquer. Des larmes se sont mises à couler sur mes joues. Puis je fus soudainement envahie de sanglots irrépressibles, comme par surprise. Je n'avais pas encore pris la mesure de ce qui m'arrivait. Je dus m'asseoir. Au bord du lit, mes émotions s'épanchèrent d'autant plus. Mon visage dans les mains, j'ai pensé à Dieu, à ma femme, à mes enfants. À travers mes larmes et dans l'obscurité de mes paumes, l'image de mon père mort m'est apparue. Une image singulière. Sur son lit d'hôpital, les yeux fermés, parti déjà, le visage légèrement tourné vers la droite. Son odeur envahit soudainement mes narines. Je la sentais vraiment, comme s'il était là. Cette odeur bien à lui, que je n'avais jamais oubliée depuis 22 ans. C'était elle, c'était lui. Il me manquait. Des images de ma mère sur son lit d'hôpital lui succédèrent. Que devait-elle penser? Comment allait-elle? La reverrai-je bientôt? Allais-je seulement la revoir? Je suis restée ainsi prostrée pendant près d'1 heure. Puis, je me suis peu à peu apaisée et j'ai retrouvé mes esprits. Comme j'avais toujours très froid, j'ai pris une douche pour me réchauffer. Il fallait presser un bouton. L'eau coulait pendant 1 minute, puis il fallait recommencer. Difficile de vraiment se réchauffer dans ces conditions. J'ai enfilé le t-shirt et le sweatshirt que l'on m'avait donnés. Il y avait de la buée sur la vitre de la fenêtre. Le loquet était cassé. De l'air froid pénétrait dans la cellule et provoquait une condensation importante. Je réussis toutefois à bloquer un peu la fenêtre, mais l'air froid continuait à me faire frissonner. Je fis mon lit. Le fin matelas en plastique ne permettait pas de fixer correctement le drap, que je coinçais du mieux que je pus avec la seule couverture disponible. Puis je tâchais de deviner la direction du sud-est afin d'effectuer la dernière prière de la nuit. Faute de repères, je décidai de prier en suivant l'orientation naturelle de la cellule. Ne vivant pas en France, je faisais donc toujours la prière cumulée du voyageur. J'allais m'y tenir quelques jours encore, jusqu'à ce qu'il apparaisse que ma détention allait bel et bien se prolonger. Ce soir-là, au moment des invocations, je demandais à Dieu de me faire accéder au sens, de me donner la force, à moi comme à ma famille et à ceux que j'aimais, de faire face à l'épreuve. Je répétais le verset mentionnant que le bien que nous chérissons peut naître du mal.
que nous abhorrons. Je lui demandais de me permettre d'appréhender cette épreuve avec sérénité et courage. Il savait et je ne savais pas. Je suis restée agenouillée pendant de longues minutes lorsque j'ai entendu, derrière moi, le bruit du Judas. Le surveillant m'observait. Il avait l'obligation de vérifier toutes les heures que j'étais là, bien vivant, bien en état, docile. Pas suicidaire, pas suicidé. Je décidai de me coucher enfin. Je mis du temps avant de m'endormir. Les images se bousculaient dans ma tête. J'étais encore sous le choc. Ce choc carcéral dont on venait de parler et dont j'entendrais tant parler par la suite. J'ignorais comment les choses allaient se passer à mon réveil. Mon avocat m'avait dit, avant de me quitter au tribunal, qu'il viendrait me voir le lendemain. J'avais 1000 questions à lui poser. Je ne connaissais rien de cet univers. Il était, de surcroît, mon seul lien avec le monde extérieur. Je m'endormis après de longues minutes de réflexion. C'est le bruit sec de la serrure qui me réveilla à 7 heures. Le surveillant ouvrit la porte, observa si tout se passait bien et la referma aussitôt, sans me laisser le temps de l'interpeller pour lui poser quelques questions. La porte avait claqué et le bruit de la serrure scellait de nouveau mon enfermement. J'avais très froid. Et pourtant, je portais sous mon unique couverture tous les vêtements en ma possession. Je me levai précipitamment et l'appelai à travers la porte. « Monsieur, s'il vous plaît, monsieur !» Personne ne me répondit. J'accompagnais mes appels des coups de plus en plus forts sur la porte. Après 15 minutes, une voix autoritaire me répondit. « Vous voulez quoi ? J'avais des questions à vous poser et j'ai froid. » « Vous attendez, un gradé va venir vous voir. »« Vous attendez, me coupa-t-il, et j'entendis déjà ses pas s'éloigner dans le couloir. J'apprendrai très vite qu'il n'y a ni monsieur ni prénom en prison. Vous devez appeler vos gardiens surveillants et eux, en retour, vous interpellent par votre nom, sans cérémonie. Ramadan ! Lorsque, lors de mon premier entretien avec le gradé, je lui tendis la main pour le saluer, il me répondit « Nous ne serrons pas la main. Jamais. C'est interdit pour des raisons de sécurité. » Des semaines plus tard, alors que j'étais étendue sur le sol à la suite d'une chute, on m'informa qu'il était par ailleurs interdit aux surveillants de simplement toucher un prisonnier, même en situation de détresse. Ainsi, j'apprenais les règles et la raison supérieure de la sécurité. Certains de leurs aspects étaient compréhensibles, compte tenu des risques auxquels les surveillants sont exposés, mais elles avaient pour conséquence naturelle de créer des relations froides, mécaniques, frontales, déshumanisées, voire conflictuelles. Entre le numéro d'écrou qui nous identifie et l'absence de communication qui nous déchoit, il reste peu d'espace pour le respect de soi. Tout se passe comme si l'un des objectifs de la prison était bel et bien de parachever de concert la déshumanisation de l'espace et la dévalorisation de soi. C'est à n'en point douter sa plus belle réussite. Après la prière du matin, je me suis blottie sous la couverture et me suis rendormie. Je fus de nouveau réveillée par le bruit des clés et de la serrure. Un surveillant ouvrit et m'annonça que j'allais être reçue par le gradé responsable de l'étage. Je devais me préparer. Je fis ma toilette et attendis que l'on vienne me chercher. Le gradé qui me reçut le fit avec beaucoup de professionnalisme, mêlant la courtoisie et la distance.
Il m'expliqua les règles d'usage. En tant que nouvel arrivant, ne sachant pas si mon incarcération allait se prolonger au-delà du mardi suivant, je serais isolée pendant les prochains jours, sans accès aux activités, et notamment le lundi, puisque de toute façon, rien ne se passait le week-end. Je serais extrait le mardi pour me rendre à ma comparution devant le JLD. Ensuite, dit-il, nous verrons la décision. Il m'expliqua les horaires des repas, la façon de cantiner et les exigences en matière de comportement et de discipline. Je l'informai que j'avais très froid, que la fenêtre était cassée et que je n'avais rien pour écrire. Il me donna un stylo-bille, un bloc de feuilles et me promit de me prêter un pull ou une veste issue des objets trouvés. Puis il appela les surveillants qui m'escortèrent dans ma cellule. J'étais fatiguée, psychologiquement ébranlée, et je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. En 3 jours, mon univers s'était transformé. Et voilà qu'il venait de basculer en moins de 24 heures. J'attendais mon avocat. J'avais besoin de lui parler, de l'interroger, de l'entendre, de comprendre. J'ai attendu des heures. Puis j'ai demandé au surveillant si la prison était informée de sa visite. Il me répondit par un non, sec et glaçant. Personne ne pouvait me renseigner sur rien. Impossible de parler au gradé. Les surveillants ne savaient rien, ne disaient rien, ou me demandaient de me taire et d'attendre. Seule dans ma cellule, j'étais envahie par un sentiment d'impuissance et de solitude. La peur s'est soudain mêlée à une sorte d'anxiété paralysante. Que se passait-il ? Pourquoi mon conseil n'était-il pas venu ? Était-ce positif ou négatif ? Comment interpréter son absence ? Les questions se bousculaient. Et je ne pouvais retenir mes larmes. J'étais doublement enfermée, dans ma cellule et dans ma tête. Je n'arrivais plus à penser. Je me suis soudain souvenue de mes médicaments. Depuis 2 jours, je n'avais pas eu accès à mon traitement. Ma sclérose en plaques nécessitait que je prenne plusieurs médicaments, dont un, le plus important, matin et soir. J'appelai le surveillant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» me répondit-il avec agacement à travers la porte. « Je prends des médicaments et je ne les ai pas avec moi. C'est samedi, il n'y a personne. C'est urgent ?» J'avais l'impression de le déranger. Son ton autoritaire me communiquait une crainte étrange. Je répondis en hésitant « Mais non, mais… » Il me coupa sèchement et mit un terme à notre dialogue. « Alors vous attendez lundi quand les médecins et les infirmières seront là. » Et j'entendis son pas s'éloigner. C'était le vide. J'étais innocent. J'étais en prison, en France. On peut donc traiter ainsi les hommes dans ce pays ? On peut donc traiter ainsi les innocents ? Comment était-ce possible ? Qu'est-ce qui m'arrivait ? Les questions m'assaillaient. On est venu m'apporter un pull, une veste, et vérifier que les barreaux de ma cellule étaient solides et intacts. Il me restait la solitude, le silence, la prière et ces pensées indisciplinées, souvent sombres, qui habitaient mon esprit. Le lundi suivant, quand l'assistante de mon avocat est venue me voir, elle m'a informée sans excuse et très naturellement que mon conseil n'avait pas pu venir car il était occupé à préparer la comparution du mardi. Je lui confiai combien ce week-end fut pénible et douloureux.
Elle comprenait, mais on l'avait chargée de me dire de ne pas m'inquiéter. Elle ne pouvait répondre à mes questions précises sur le dossier et la procédure. J'en fus étonnée et lui exprimai mon désarroi et ma contrariété. Elle me répondit que c'était normal, sans que je sache au juste si, à ses yeux, c'était l'absence de mon conseil ou mon mécontentement qui était normal. Rarement un rendez-vous manqué ne m'avait autant perturbée. Je me savais fragile et vulnérable dans de nombreux domaines. Pendant ces 2 jours, je me suis sentie chavirée.